Bonjour à tous et bienvenue sur J'invest, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une analyse d'action. C'est la suite de la série Finance et dette et aujourd'hui on va faire une vidéo sur S&P Global, l'entreprise, la principale concurrente de Moody's. D'ailleurs en parlant de ça, il y a déjà une vidéo sur la dette et les agences de notation qui est sortie, ainsi que l'analyse d'action sur Moody's que j'avais fait la semaine dernière. Vous allez voir dans cette vidéo que S&P Global a l'une des meilleures notes du screener dans l'application, avec notamment l'arrivée de ChatGPT, pas dans S&P Global, dans l'application, et je vous montrerai tout ça bien en détail dans la partie quantitative, alors restez jusqu'à là, ou pour les impatients, comme d'habitude, allez tout simplement directement à l'analyse quantitative. Alors dans cette vidéo, nous allons voir un peu l'histoire de S&P Global, donc l'entreprise du passé au présent. Ensuite, nous ferons l'analyse fondamentale, donc ce qu'elle est et ce qu'elle fait. L'analyse quantitative suivra juste après avec des ratios, des chiffres et à quel prix je l'achète, donc la valorisation, et ma décision en guise de conclusion à la toute fin de la vidéo. Alors le petit disclaimer comme d'habitude, je ne suis pas un professionnel de la finance, vous devez être responsable de vos propres investissements en faisant notamment vos propres recherches avant de passer à l'achat ou non d'un titre. C'est parti pour l'entreprise S&P Global, donc son histoire. Et tout commença il y a plus de 164 ans, quand Poor's Publishing a été créé en 1860 par Henry Varnum Poor et Standard Statistics Bureau qui a été fondé par Monsieur Luther Lee Blake en 1906. Les deux sociétés fusionnent en 1941, c'est la naissance de Standard & Poor's, donc S&P, ça sera plus simple. En 1957, S&P lance l'indice S&P 500, qui est l'indice boursier le plus utilisé et reconnu du monde. En 1966, le conglomérat américain McGraw-Hill, spécialisé dans l'édition et les services financiers, acquiert Standard & Poor's. Et puis de 1980 à aujourd'hui, S&P va se développer principalement par de la croissance externe en réalisant des dizaines d'acquisitions. Et c'est parti pour l'analyse fondamentale, donc ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Et déjà, on va commencer par son business model. Comment S&P Global gagne de l'argent? Et c'est tout simplement en vendant ses services à ses clients. C'est un business model uniquement B2B, donc business to business, même si les particuliers, bien évidemment, peuvent en profiter également via les ETF. Par exemple, on verra ça juste après. Alors pour ce qui est des ventes par activité, il y a 5 activités principales et on va voir ça tout de suite. Et la première activité, c'est Market Intelligence, 35% du chiffre d'affaires en 2023, soit 4,4 milliards de dollars. Vous allez voir qu'elle est composée de 4 segments principaux. Il y a le traitement de données et conseils. Ensuite, il y a le desktop, donc ça c'est tout ce qui est destiné à aider dans la prise de décision les institutions financières. Le solution d'entreprise, donc la data analyse, l'identification des risques, l'amélioration de la productivité, etc., etc. Et ensuite, il y a le Credit and Risk Solution. Donc, c'est tout ce qui est la couverture des risques de crédit, de marché et d'opération. Ces produits sont destinés au secteur privé, mais également au secteur public. Et ensuite, on va retrouver l'activité Ratings avec 27% du chiffre d'affaires, soit 3,3 milliards de dollars. Là, vous l'avez compris, c'est tout ce qui va toucher à la notation de crédit, l'évaluation de la dette d'une entreprise ou d'un État. À savoir que S&P Global Ratings, à l'échelle mondiale, a noté plus de 3700 milliards de dollars de dette en 2023. C'est vraiment impressionnant. En troisième activité, on va retrouver Commodity Insight. Ça va représenter 16% du chiffre d'affaires, soit 1,9 milliard de dollars. Là, ici, on va proposer des benchmarks, donc des indices de référence, des données et encore des analyses destinées au marché des énergies. Là, c'est vraiment segmenté, le marché des énergies et des matières premières. Donc tout ce qui va toucher au mining and metals, l'agriculture, les utilities, etc. par exemple. L'avant-dernière activité, ça va être Mobility, 12% du chiffre d'affaires pour 1,5 milliard de dollars. Ici, S&P Global va fournir des solutions qui desserrent l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur de l'automobile. Bien précisément, c'est uniquement l'automobile. Les outils seront destinés aux constructeurs, aux détaillants et même aux consommateurs finaux. Et forcément, fallait bien qu'on en parle, la dernière activité, ce sont les indices qui représentent 11% du chiffre d'affaires, donc 1,4 milliard de dollars. S&P va fournir des indices aux différents émetteurs d'ETF, aux fonds de pension et aux autres institutionnels par exemple. Nous pouvons citer bien évidemment les principaux benchmarks, le S&P 500, the Dow Jones, donc la co-entreprise avec CME Group, et le VIX par exemple.
Alors pour ce qui est des ventes par région, donc on voit bien qu'il y a une forte propension pour l'Amérique encore une fois, avec 60% du chiffre d'affaires qui est généré en Amérique du Nord et dans le reste du monde, ça va représenter 40% du chiffre d'affaires. Alors, pour continuer l'analyse fondamentale de S&P Global, on va passer au SWOT et forcément, on va commencer par les forces. Donc déjà, S&P Global, on peut dire qu'elle a une réputation qui est solide et crédible. Faut pas oublier que c'est l'un des principaux leaders mondiaux aux côtés de Moody's et Fitch ou encore FICO sur son secteur de la notation de crédit et de données financières. Les régulateurs, les investisseurs et les entreprises lui font confiance. En deuxième force, on peut citer la diversité des services qu'elle propose. Comme on l'a vu juste en haut, S&P Global propose des services de notation, mais également des indices allant des 500 plus grandes entreprises US à de l'ESG, en passant aussi par des matières premières et des secteurs précis comme l'automobile. D'ailleurs, on peut souligner que S&P Global est bien mieux diversifié en termes de services qu'elle propose et de chiffre d'affaires d'ailleurs par rapport à son principal concurrent Moody's comme on l'avait vu la semaine dernière. Et forcément, la force qui fait vraiment une importance ici, c'est la récurrence de ses revenus. En 2023, plus de 70% des revenus de S&P Global provenaient de services basés sur des abonnements ou d'activités récurrentes. Et d'ailleurs, l'ajout de IHS Markit, où 90% des revenus sont récurrents, a également fortement contribué à stabiliser ses revenus. D'ailleurs, son activité principale, il faut vraiment le souligner, Market Intelligence, génère 96% de revenus récurrents. Et c'est vraiment pas anodin des business récurrents parce que plus une entreprise génère donc des revenus récurrents, meilleure sera la prédictibilité de son chiffre d'affaires. Ce qui la rend moins dépendante aux différents cycles en période de volatilité. Et forcément, ce secteur-là, on le sait, est très volatile. Contrairement, par exemple, à une banque qui est vraiment, elle, beaucoup plus volatile que des agences de notation comme Moody's ou S&P Global. Bon, vous connaissez la musique, si une entreprise a des forces, elle a également des faiblesses, et c'est parti. Première faiblesse, la dépendance à ses deux principales activités. Market Intelligence et Ratings représentent 62% du chiffre d'affaires en 2023. Ensuite, la deuxième faiblesse, ça va être la sensibilité à la réputation. Moody's, FICO, S&P doivent fournir des informations justes et correctes. Ils n'ont pas le droit, ou plutôt ils n'ont plus le droit à l'erreur, ou la controverse depuis la crise financière de 2008 où tout le monde était mouillé jusqu'au cou, souvenez-vous-en. Et la dernière faiblesse, ça va être son impact aux conditions économiques. Par exemple, si les taux d'intérêt sont hauts, les entités émettent moins de dettes forcément car elle va leur coûter plus cher à financer. Bon, assez parlé des faiblesses, maintenant on va passer aux opportunités et vous allez voir qu'il y en a. Et la première opportunité, ça va être la demande croissante des ETF. Les actifs des fonds se remplacent à une vitesse impressionnante. Dites-vous que juste pour l'ETF Assets, donc, qui est basé sur le S&P Dow Jones Index, il a eu donc une capitalisation qui est passée de 79 milliards de dollars en 2003 à aujourd'hui en 2023, enfin plutôt à l'année dernière, à 3303 milliards de dollars. C'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, c'est un CAGR estimé à 13,5% de 2023 à 2028. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même une belle croissance pour les prochaines années. L'avant-dernière opportunité pour la société, ça va être la croissance externe. Vous le savez, S&P Global est un pur player du rachat de concurrents. Comme on le voit à l'écran, de 2019 à aujourd'hui, la société a multiplié les acquisitions afin d'accroître et de conserver sa position dominante sur le marché. Et forcément, on ne va pas les citer, mais il y a aussi d'autres opportunités pour S&P Global. Par exemple, l'utilisation de l'IA, il fallait bien le citer quelque part, dans ces processus qui peut être très intéressant. Et l'analyse de données, on est en plein dedans, ce sont des méga trends. Le développement de solutions et de notation ESG aussi peut contribuer à de nouvelles opportunités et à de nouveaux services qu'elle peut proposer à ses clients. Bon, maintenant que l'on a parlé des opportunités, forcément on va conclure le SWOT, donc on va devoir parler des menaces. Bon, on va commencer. Alors, le secteur, déjà, il est concurrentiel. Forcément, comme on l'avait dit pour Moody's, avec d'autres gros acteurs sur le marché comme MSCI, FICO et bien évidemment Moody's, comme on l'avait cité juste avant, tout ça, toutes ces entreprises peuvent grappiller des parts de marché dans certains segments dans lesquels opère S&P Global. Par exemple, Market Intelligence se retrouve directement en concurrence avec Bloomberg, FactSet et Refinitiv
donc des mastodontes de la donnée financière qui fournissent mais vraiment le monde entier, du particulier au professionnel, en données boursières. Et ensuite, la deuxième menace que je vois vraiment principalement, ça va être les réglementations qui sont changeantes, exigeantes et strictes. Bon, après, heureusement, on est d'accord avec ça, hein, ça évite de noter des dettes AAA alors qu'elles sont en réalité des junk bonds. Mais bon, forcément, toutes ces réglementations peuvent être compliquées à mettre en place et coûter de l'argent, donc réduire le bénéfice infini. Alors maintenant que l'on a fait le SWOT, on va passer au MOT de S&P Global. Déjà, qu'est-ce que l'on peut dire? Bon, elle est notée large MOT par Morningstar, donc déjà c'est du solide, on est d'accord. Et nous allons retrouver les mêmes avantages concurrentiels, grosso modo, que pour Moody's. Déjà, il y a l'effet réseau. Leur notation étant reconnue dans le monde entier, l'émetteur de la dette sera fortement incité à la faire noter par S&P afin que les investisseurs obligataires, tout simplement, l'achètent. Ensuite, il y a les actifs intangibles. S&P Global détient et émet l'un des indices les plus puissants du monde, le fameux S&P 500. Et pour finir, on va retrouver les barrières à l'entrée, comme d'habitude. S&P Global bénéficie de la désignation Nationally Recognized Statistical Rating Organization. Merci pour mon accent anglais, donc la fameuse NRSRO, qui est donnée par le gouvernement américain, là aussi c'est du solide, à certaines agences de notation reconnues pour la fiabilité et la crédibilité de leur notation. Donc forcément, l'obtention de ce statut est difficile pour de nouveaux entrants, car cela exige une reconnaissance large et crédible auprès des acteurs des marchés financiers. Alors maintenant que l'on a vu les avantages compétitifs, on va voir le management rapidement, le PDG, depuis quand, etc. Est-ce qu'il y a du skin in the game? On va voir ça tout de suite. Alors déjà, Madame Chung vient d'être élue CEO par le conseil d'administration avec une prise de poste à compter du 1er novembre 2024. Donc ça fait 11 jours qu'elle est CEO. Elle était directrice du S&P Global Ratings et travaille dans la société depuis 14 ans. Donc même si elle est CEO depuis pas très longtemps, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle bosse dans la société. Bon, on est d'accord, c'est un nouveau défi pour la nouvelle CEO. Et il ne faut pas oublier que S&P Global, avec ses activités et son secteur dans lequel elle opère, ne la rend pas simple à gouverner, loin de là. Ensuite, pour ce qui est de l'actionnariat, il n'y a que des institutionnels, il n'y a aucune ligne qui est très intéressante à voir. Et forcément, il n'y a pas de skin in the game. Bon les amis, on se retrouve sur l'analyse quantitative. Donc dans l'application EcoInvest, comme d'habitude, il y a 10% de réduction avec le code JINVEST10 que vous trouverez en bas dans la description. Donc faites-vous plaisir sur l'abonnement annuel ou mensuel. Voilà, profitez-en, il est là, autant en profiter. Bon, quoi de mieux pour l'analyse quantitative que de commencer par le cours d'une action pour voir un peu qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Donc déjà, on voit qu'elle est en augmentation, mais pas forcément de façon très linéaire. On voit qu'il y a des phases de hausse, comme en 2021, et des belles phases de faiblesse, de baisse, en 2022, pour une belle reprise pour 2023-2024. D'ailleurs, ça se voit au niveau de la linéarité, on est à 0,71 de linéarité pour S&P Global sur 5 ans en total return, face à 0,84 pour le S&P 500. Par contre, le CAGR est quand même supérieur, pas énormément non plus, mais quand même supérieur. Donc S&P Global face au S&P 500. Pour la rentabilité de l'actionnaire, on voit que c'est quand même assez bon avec des bons ratios sur 10 ans de 22,14% pour le ROIC, le ROCE 41,63%, ce qui est très bon. Par contre, on voit que sur la dernière année, c'est pas le meilleur millésime, surtout pour le ROIC et le ROCE, avec des ratios en dessous des 10% de rendement. Pour la croissance du chiffre d'affaires, c'est plutôt un très bon point, avec sur 10 ans 8,9% et sur 1 an 15%. Donc c'est quand même une belle augmentation du chiffre d'affaires qui est constante. Le dividende, très très bon, 50 années d'augmentation du dividende. Le payout ratio est bien, ça c'est bien parce que c'est pas une entreprise qui donne tout en dividende, elle conserve de l'argent pour acheter des concurrents. On voit que le payout ratio est vraiment faible, 24%, et d'ailleurs le capex aussi 3%. Donc c'est pas une société qui a besoin d'énormément investir pour avoir pour générer beaucoup de cash.
Et d'ailleurs, le free cash flow, en parlant de cash, donc il y a quand même une bonne augmentation, 21,5% sur 10 ans, et aujourd'hui 56,9%. C'est cool, c'est cool. Alors, on va passer à l'onglet quantitatif, donc le revenu. Le revenu, il augmente en 2014. Alors, on va pas se gêner, on va le mettre sur 20 ans. Donc de 2012 à 2023, il y a une très belle augmentation. Par contre, on voit de 2007 à 2019, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc là, on voit qu'il y a quand même de la cyclicité. Il faut faire attention à ne pas l'acheter cher, mais on va voir ça juste après. Le free cash flow, alors le free cash flow, ça aussi, on est bien d'accord. Même en 2015, on a eu 56 millions de free cash flow. Face à aujourd'hui, on est à 3,5 milliards de free cash flow. Donc c'est vraiment très, très, très cyclique. Et d'ailleurs, ça se voit au niveau des marges. Il n'y a qu'à voir les marges avec. Alors, on est dans le haut du panier, ça c'est sûr, avec des marges brutes de 62%, 66% même en 2023, une marge nette à 21%, et en 2004, on était à 14%. Donc, il y a quand même du pricing power, il y a quand même une augmentation des marges, mais il y a quand même une certaine cyclicité à prime abord quand on voit tout ça. Alors pour ce qui est des actions en circulation, ensuite, donc si on se met sur le graphique forcément, enfin sur les données à 20 ans, on voit qu'il y a il y a des beaux rachats d'actions qui sont faits de façon régulière. Par contre, on voit qu'en 2022, il y a une belle augmentation. Donc là, il faut vraiment faire attention à ce que les actions dans le temps rediminuent, qui est enfin du share buyback comme il y avait à l'époque, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu une grosse augmentation. Alors ça peut s'expliquer par le rachat de IHS Markit, comme je vous l'avais dit, pour plus de 40 milliards de dollars. Donc je pense qu'ils ont, et d'ailleurs est-ce qu'ils ont émis de la dette? On va le voir ça juste après, dette sur EBITDA. Voilà. Donc 2022, une grosse augmentation de la dette. On voit qu'on est passé à 1 de ratio sur dette sur EBITDA à plus de 2,79 en 2022. Donc IHS Markit a quand même coûté un bras à S&P 500. Vaut mieux que ça fonctionne, et ça va être vraiment un point d'ancrage. Il faut vraiment que si vous êtes investisseur de S&P Global, voilà, veillez à ce qu'il y ait de bonnes synergies entre IHS et entre S&P Global, parce que ça leur a coûté quand même vraiment, vraiment cher. Par contre, comme on l'avait vu juste avant, le dividende est vraiment très très bon. Il est en augmentation de façon constante depuis 2004. Et si on se met sur 30 ans, donc de 1994, on a commencé avec 0,28 cents. Et aujourd'hui, on est arrivé à 3,6 dollars. Donc c'est vraiment très bien, c'est une très belle augmentation. Bon, maintenant, quel prix je vais l'acheter? Donc c'est pareil que pour Moody's, S&P Global est très cyclique, faut pas l'oublier. Donc prendre une marge de sécurité qui est quand même plus importante peut ne pas être forcément très déconnant. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Alors les free cash flow sur 10 ans, on est à 21,5, et free cash flow sur 5 ans, 2,8. Futur chiffre d'affaires 8,5%. Donc moi je pense que voilà, de toute façon j'avais déjà préenregistré, on va mettre 10%. Ça me paraît bien, ça me paraît vraiment jouer la sécurité. Et le multiple final, on va le mettre, donc sur 10 ans on était à 27 et 30 en ce moment. Bon, là on est vraiment en phase de hausse, donc tout est beau, tout est magnifique. Trump vient de repasser, les marchés boursiers battent leur plein. Mais moi je pense que 27 me paraît plutôt pas mal. Et là, c'est terrible parce qu'on se rend compte que le résultat, en fait, le prix vraiment est très, très, très cher. C'est une entreprise exceptionnelle, on est d'accord, mais par contre, aujourd'hui, il faut vraiment pas abuser. On est à 509 dollars la part. Le prix final aujourd'hui, avec ses estimations de croissance, on arrive à 487 dollars, donc en perte, sur 5 ans, avec un CAGR, donc négatif de moins 0,89%. Pour avoir une performance de 12% avec un free cash flow qui croît à 10% et un multiple final de 27, il faudrait toucher l'action à 276 dollars. Autant vous dire qu'on n'est pas du tout dans une marge sécurité raisonnable. Donc on est à moins 84% si on compare donc le prix juste au prix actuel. Donc ce n'est pas parce qu'une entreprise est exceptionnelle qu'il faut forcément la surpayer. Surtout que S&P Global reste vraiment très dépendante, reste très corrélée au marché qui est lui-même très cyclique. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Et on se retrouve déjà pour la conclusion de l'émission. Donc qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? Bon, S&P Global, c'est une entreprise de très bonne qualité.
déjà fondamentalement et aussi quantitativement comme on l'a vu juste là. Elle est beaucoup mieux diversifiée que Moody's, qui va être principalement axée sur la notation. Là, on va retrouver du ratings, on va retrouver de la notation de dette, de crédit, de l'aide, de l'analyse de données, de l'automobile, des matières premières. C'est vraiment beaucoup plus complet, donc beaucoup plus... je pense qu'elle est moins cyclique que Moody's, pour le coup. Mais forcément, une entreprise qui est aujourd'hui fondamentalement et quantitativement exceptionnelle, eh ben, elle va être très chère. Et pour le coup, c'est le cas. Aujourd'hui, à 509 $, je peux vous dire que je passe mon tour. Alors bien évidemment, hein, je la mets dans ma watchlist plutôt 2 fois qu'une. Mais, alors d'ailleurs, je vais aller bien dans ma watchlist, hein, c'est bien ça. Mais voilà, je vais l'acheter quand la valorisation sera intéressante. Aujourd'hui, l'avoir à ce prix-là, je ne serai pas du tout à l'aise en portefeuille. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez S&P Global en portefeuille et votre PRU accessoirement. N'hésitez pas également à aller faire un tour sur le CAF Rentable, hein, c'est le podcast que j'anime avec Hugo de la chaîne EcoInvest. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne, hein, ce qu'il produit, c'est plutôt du très bon contenu. Et sur ce, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 10h30. Merci, ciao, bonne semaine à vous. Et voilà, ciao.